Bonjour, soyez les bienvenus. 25 ans après avoir pris le pouvoir, la gauche pourra-t-elle conserver la ville de Paris aux prochaines municipales? Le candidat socialiste Emmanuel Grégoire entend bien faire barrage, en tout cas une droite en embuscade. Nous le recevons ce matin. Bonjour Emmanuel Grégoire. Bonjour. Candidat de l'Union de la gauche socialiste, communiste et écologiste. Alors, nous sommes en direct. J'ajoute que nous sommes aussi en direct sur notre page YouTube, celle de France 3 Paris-Île-de-France. Et cet entretien est toujours accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Emmanuel Grégoire, 2 questions pour commencer. Vous avez annoncé hier votre intention de déposer plainte contre Rachida Dati pour diffamation après ses propos tenus sur une autre antenne où elle avait indiqué que vos équipes envoyaient des gens pour essayer de les agresser lors de réunions. Est-ce que cette plainte est effective? Vous l'avez déposée? Oui, on a chargé notre avocat de déposer cette plainte. Il faut mesurer la gravité des paroles, y compris dans le contexte dans lequel elles interviennent, c'est-à-dire avec la mort de ce jeune homme. Aucun de nos militants ne va agresser qui que ce soit. Et qu'une ministre de la République même verbalement même verbalement, mais c'est pas vrai. Qu'une ministre de la République profère ce genre d'accusation est extrêmement grave. Et par ailleurs, elle a l'habitude de le faire. Je veux souligner un deuxième mensonge extrêmement grave qu'elle a formulé, et comme candidate, mais surtout comme ministre de la Culture, c'est les soupçons de parjure qui pèsent sur elle. Quand, en commission d'enquête, oui, elle a accusé vos confrères journalistes d'avoir tenté de soudoyer des gens, c'est-à-dire de les payer pour produire de faux témoignages, évidemment démentis par vos collègues, c'est une extrême gravité, et j'attends d'ailleurs des nouvelles de la saisine que nous avons faite du président de cette commission d'enquête pour saisir la procureure de la République. Il faut comprendre que le mensonge en politique n'a pas sa place et que c'est une gravité qui va bien au-delà des rigolades ou des provocations. Alors, coïncidence, vous avez aussi dénoncé des faits qui sont déroulés sur le marché Grenelle dans le 15e arrondissement ce week-end entre vos candidats et ceux de la liste de Sarah Knafo. Vous dénoncez des intimidations et des comportements inacceptables. Hier, à cette même place, Sarah Knafo vous a retourné l'accusation. Elle estime que ce sont vos candidats qui les ont d'abord agressés verbalement. Écoutez, alors c'est toujours facile après de dire « bah non, en fait, c'est pas moi, c'est l'autre ». La réalité, c'est que les témoignages qui m'ont été rapportés, je n'étais pas sur place et elle n'y était pas non plus, c'est que le tête de liste de Sarah Knafo avait pris à partie, y compris physiquement, sans gravité, mais en le saisissant un peu brutalement par le bras. Et le message que nous passons, c'est de dire il y a de la place pour le débat démocratique, sans menace ni intimidation, et que, d'une certaine manière, ça traduit la gravité de la crise politique que nous traversons et l'énorme tension qui s'y dégage. Et moi, comme je veux être un maire de l'apaisement, un maire de la réconciliation, j'appelle tout le monde au calme et à la responsabilité. Alors, Emmanuel Grégoire, vous êtes député de Paris depuis je suis né aussi, mais 2024 dans la 7e circonscription. Et j'y viens, vous êtes né au Lilas, à côté de Paris. Vous avez travaillé avec Bertrand Delanoë, qui d'ailleurs, courant janvier, est venu afficher son soutien sur un marché du 13e arrondissement. Et vous êtes surtout fait connaître auprès des Parisiens en étant premier adjoint d'Anne Hidalgo entre 2018 et 2024. Avec Anne Hidalgo, d'ailleurs, les relations ne sont pas au beau fixe. Elle refusait de vous apporter son soutien, qui est finalement arrivé il n'y a pas si longtemps. Et la semaine dernière, sur France Info, vous avez déclaré qu'elle avait tout fait pour torpiller votre candidature. Pourquoi cette sortie après avoir obtenu son soutien ? Non, c'est simplement la genèse. Parce que les journalistes veulent toujours me renvoyer à une histoire qui est curieuse, qui est celle de l'héritage ou de la rupture. Je ne suis ni un héritier, ni dans la rupture. Moi, je suis fier de l'histoire commune que nous avons avec la gauche. Non, mais je suis surtout un nouveau visage, en réalité. Les Parisiens me découvrent. Évidemment, je connais cette ville très intimement, par cœur. Je suis un homme de dossier. Exactement. Années, mais ce n'est pas un poste qui expose médiatiquement autant qu'on l'imagine. Surtout dans l'ombre du maire ou de la maire. Et Anne Hidalgo l'a été pendant 2 mandats aux côtés de Bertrand Delanoë. Simplement, moi, ce qui m'importe, c'est de montrer que nous incarnons une nouvelle page pour une nouvelle histoire. C'est des nouveaux visages. Il y a plus de 50% de renouvellement sur la liste que nous proposons. Ce sont de nouvelles idées pour répondre à de nouvelles crises. Et puis, enfin, c'est une nouvelle méthode dans laquelle la question... Vous n'êtes pas dans la rupture, mais vous êtes dans la rupture sur la méthode, c'est ce que vous avez indiqué. En tout cas, je veux porter ma singularité, c'est quoi, cette rupture dans mon la méthode, caractère. justement. C'est l'angle de l'hyperproximité. Je ressens
une demande des citoyens de disponibilité, de devoir rendre des comptes, d'écouter, de co-construire avec eux. Et ça passe évidemment par nos équipes d'arrondissement, par les maires d'arrondissement, par les élus d'arrondissement, mais aussi dans la disponibilité qui doit être celle du maire. Et quand je serai maire, eh bien, j'ai dit que j'irai faire des comptes rendus de mandat dans les 80 quartiers de Paris chaque année. Chaque année, je rencontrerai les conseils de quartier, les commerçants, les acteurs qui font vivre nos quartiers dans l'hyperproximité. Et l'hyperproximité, c'est préparer les grands dossiers de l'avenir, la transition écologique, la question de la révolution économique qui s'engage, mais c'est aussi s'occuper de ce qui font la qualité ou les irritants du quotidien. C'est la propreté, c'est redresser les poteaux. Moi, ceux qui me connaissent savent, j'ai une passion immense pour cette ville, mais j'aime aussi le fait qu'elle soit bien rangée, qu'elle soit bien ordonnée, parce que c'est ce que le monde et les Parisiens attendent. Et sur ces sujets, propreté, sécurité, vous avez reconnu des ratés sur la dernière mandature, celle qui s'achève. Peut-être d'abord sur la sécurité. La majorité sortante à laquelle vous appartenez a créé une police municipale il y a 4 ans. On était fin novembre à 2300 agents formés et assermentés sur une direction de la sécurité qui en compte 4000. Il y avait un objectif de... Plutôt 5000 aujourd'hui, mais parce qu'en fait, il y a des policiers municipaux, il y a des agents qui travaillent pour la police municipale qui ne sont pas juridiquement policiers municipaux. Et j'ai annoncé que je voulais en créer 1000 de plus. Donc, in fine, sur le terrain, ça fera combien d'agents de police? Alors, l'objectif, c'est de tendre vers 5000 policiers municipaux. Et je le dis, évidemment, parce que nous, la conception que nous avons de la police municipale, c'est que ça doit être une police municipale de proximité, qui vient d'une certaine manière se substituer à ce que la police nationale ne sait plus ou ne peut plus faire, avec des baisses d'effectifs. Moi, j'ai saisi le ministre de l'Intérieur pour connaître les effectifs de la police nationale arrondissement par arrondissement, je n'ai toujours pas de réponse. Je vais d'ailleurs le relancer, puisque c'est une obligation de répondre aux parlementaires. Comprenez le manque de transparence quand même un maire d'arrondissement ne sait pas officiellement quels sont les effectifs. Et pourquoi on ne le sait pas? Parce qu'ils ont énormément baissé ces dernières années. Or, on a besoin, pour assurer la tranquillité du quotidien, la prévention des risques, la lutte contre les incivilités, d'avoir des bleus, pardon de l'expression, mais elle est affective, des bleus sur le terrain. Et donc la police municipale de Paris sera une police municipale d'hyper-proximité, avec des visages qu'on connaît, des agents qui connaissent leur quartier, que les commerçants connaissent, que les amicales de locataires ou les copropriétés connaissent, pour pouvoir avoir un lien de confiance extrêmement fort. Vous voulez, vous l'avez dit, 1000 agents supplémentaires. Vous souhaitez aussi mettre en place des postes de police. Et vous avez un modèle, c'est celui du Japon. Oui. Expliquez-nous. Alors, pourquoi le Japon? Parce que le Japon a, dans sa police, c'est l'équivalent de sa police nationale là-bas, mais c'est ce qu'on appelle des koban. Ce sont, en gros, des mini-commissariats d'hyper-proximité, et dans lesquels, effectivement, la dimension de connaissance du terrain est fondamentale. Et donc, l'idée, c'est de reproduire, parce qu'on l'a beaucoup étudié, l'idée de ces koban, ces postes de police municipale. On en cite, là, vous en montrez un exemple dans le secteur Rosa Parks. C'est dans les endroits où il y a des tensions particulières, dans lesquels il y a besoin de maintenir une présence policière physique, pérenne, au moins le temps que la situation se soulage, et bien d'avoir ces dispositifs où les gens pourront dialoguer, pourront alerter. Et j'ai déjà cité un certain nombre de lieux dans lesquels je souhaite en mettre, dans le secteur Rosa Parks, dans le secteur de la Porte de Clignancourt, dans le secteur des Halles, dans le secteur Trocadéro-Champ de Mars, dans le secteur de la gare du Nord et de la gare de l'Est. Je connais par cœur Paris, je sais où nous devrons en mettre. Et l'idée, c'est qu'on les mettra quelques semaines, parfois quelques mois, et quand ça ira mieux, on les mettra ailleurs. Est-ce qu'il faut élargir les compétences de la police municipale? Si je vous pose la question, est-ce qu'il y a un projet de loi qui pourrait intervenir d'ici quelques mois? Dont l'examen a commencé, à ma connaissance, au Sénat, si je suis bien les travaux. C'est un travail au long cours qui a été organisé entre les grandes associations d'élus, entre l'État. La police municipale a vu ses missions profondément bousculées par ce qui s'est passé ces dernières années. Je pense évidemment aux risques terroristes et aux attentats de 2015. Je pense évidemment à la situation internationale et les tensions qu'elle fait naître. Et du coup, pour être très clair, ça a détourné la police nationale de ses missions du quotidien vers des missions un peu plus structurantes, mais beaucoup plus lourdes en termes de consommation d'énergie, protection des bâtiments, protection des grands événements, encadrement des mouvements sociaux, etc. Et donc, à l'occasion, nous souhaitons pouvoir rediscuter ce qu'on appelle le continuum de sécurité. Dans les missions de sécurité publique, qu'est-ce qui relève des polices municipales, qu'est-ce qui relève de la police nationale? Je vais vous donner quelques exemples incongrus, mais qui expliquent pourquoi parfois nous sommes frustrés dans nos missions de sécurité de proximité. Un policier municipal ne peut pas faire de contrôle d'identité. Un policier municipal n'a pas le droit légalement
de faire de la saisie, de la vente à la sauvette. Et donc, je le comprends, particulièrement frustrant. Frustrant. Lutter contre le trafic de drogue, c'est évidemment, peut-être. évidemment. Donc ça, vous dites OK à ces Non, pas tout, justement, pas tout. Mais on peut s'occuper des sauvettes, de la lutte contre les incivilités, de la tranquillité publique de proximité. C'est à la police nationale de s'occuper des narcotrafiquants qui sont équipés de bazookas et de chars d'assaut. Pardon, mais un peu vraiment de spécialisation et de compétences. Dans le cas de ces nouvelles Chacun compétences son boulot. qui seraient limitées pour vous, est-ce que vous pourriez ouvrir le débat de l'armement de la police municipale? L'armement, je le redis, la police municipale est déjà armée. Ce sont des armes de 4e catégorie, des tonfas, des grosses matraques, des gazeuses très puissantes, etc. Donc la question est celle de l'armement létal. J'y suis hostile, pas par principe, mais pour des raisons très précises. La première, c'est que aujourd'hui, la police municipale, son boulot, c'est de lutter contre les nuisances sonores, c'est de lutter contre les incivilités routières, d'insécurité routière et les incivilités des vélos ou de malpropreté, ceux qui jettent leurs mégots, etc. Aucune de ces missions ne justifie d'avoir une arme létale pour la remplir à bien. Et il y a une grande confusion entre le risque du grand banditisme, le risque parfois des gens qui sont un peu pétés du casque et qu'il faut interpeller ou intercepter dans l'espace public, le risque du narcotrafic et le fait de vouloir confier à tout agent de sécurité la mission d'y contribuer. C'est là que je dis qu'il faut travailler sur les missions. Aujourd'hui, aucune des missions que la loi ne confie aux polices municipales parisiennes. Je fais bien la différence entre Paris et le reste, parce qu'à Paris, c'est très particulier. Historiquement, c'est pour ça qu'elle n'avait pas de police municipale d'ailleurs, parce que c'est la capitale, c'est le préfet de police et l'État qui a la main, et je trouve ça normal et sain. Mais je suis prêt à prendre un peu plus de missions, à avoir des équipements formés. L'armement létal, je le redis, aujourd'hui, je n'en vois pas le sens, mais moi, je ne suis pas quelqu'un ni de sectaire, ni d'idiot. Si jamais les missions augmentaient, eh bien, il faudra qu'on en débatte, d'abord dans notre majorité, parce que moi, ma majorité, comme moi, est plutôt très réservée, voire même très hostile à cela. Et j'ai pris un engagement public, que ce soit par une consultation des Parisiens ou par une convention citoyenne sur le sujet, mais il n'y aura pas d'avancée sur un sujet aussi majeur sans que les Parisiens soient directement concertés. Dans le cadre d'une votation. Dans le cadre d'une votation ou d'une convention citoyenne, on verra, parce qu'il y a plusieurs modalités pour le faire. Alors, le périscolaire. Les Parisiens seront consultés. Le périscolaire, dans les écoles parisiennes, les polémiques s'enchaînent, manque d'effectifs, recrutement pas à la hauteur, une vingtaine d'animateurs signalés au parquet pour des faits de caractère sexuel en 2025. Vous êtes attaqué sur ce sujet par la droite, mais aussi par votre rivale à gauche, Sophia Chikirou. Je vous propose de l'écouter et de lui répondre juste après. On écoute Sophia Chikirou. Moi, je leur reproche vraiment leur inaction. Je leur reproche leur bilan. Vous savez, des alertes de l'inspection générale de la ville de Paris, il y en a depuis 2015. Il y a eu des recommandations qui n'ont pas été suivies. Emmanuel Grégoire était premier adjoint en charge des ressources humaines. Il avait la responsabilité du recrutement des animateurs. C'est lui qui a mis en place le système qui aboutit à faire n'importe quoi dans le recrutement des animateurs. Vous étiez au courant depuis longtemps, nous dit Sophia Chikirou. La réponse est non, c'est un mensonge. Je l'ai d'ailleurs dit publiquement. Je ne veux pas m'exonérer de mes responsabilités, je le redis. Quand on est maire ou quand on aspire à l'être, on est responsable de tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on a bien fait ou mal fait, et même de ce qu'on ne sait pas, et qu'on découvre a posteriori. Plusieurs mensonges, mais qui caractérisent souvent les prises de parole de Sophia Chikirou, qui n'a l'air d'être obsédée que par moi et pas par la droite. C'est dommage, mais au moins répondre sur le fond. D'abord, je n'étais aucunement en charge du recrutement des animateurs. Et heureusement que les élus, dans les collectivités territoriales, n'ont pas le droit de se mêler des recrutements. C'est le cas, ils peuvent recruter dans leur cabinet, mais tout le reste relève d'un statut particulier dans lequel il est interdit aux élus d'intervenir sur les recrutements. Deuxième chose, elle confond plein de choses. L'inspection générale est une structure interne qui a vocation à conseiller la ville. Ce n'est pas vrai qu'il y a eu des remontées de l'inspection générale qui n'ont pas été suivies des faits. Là, en l'occurrence, la plupart des affaires dont nous citons, en plus, sont postérieures à mon départ de l'hôtel de ville, factuellement. Il y en a eu avant, quand même. Il y en a toujours eu, et partout. Oui. Parce que dans tous les lieux qui accueillent des enfants, et je l'ai dit de façon extrêmement ferme, et je le dis extrêmement grave, dans tous les lieux qui accueillent des enfants, il existe une sorte d'omerta systémique qui fait du monde de l'enfance un peu le monde du silence, dans lequel le recueil de la parole est difficile, croire la parole est difficile, la traduire en actes concrets est également difficile. Et ce qui, effectivement, est un énorme problème du périscolaire parisien n'est qu'en réalité un énorme problème du périscolaire en France tout court, puisque de nombreuses alertes remontent de partout et pas spécifiquement à Paris, mais pas que dans le périscolaire.
80% des violences aux enfants sont des violences intrafamiliales, dans tous les lieux qui accueillent des enfants. Et donc là-dessus, j'ai dit des choses extrêmement fortes. La première, c'est que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout un système qui ne permet pas une forme d'obligation de résultat. Et donc, je vais tout revoir, tout revoir. On va organiser une grande convention sur les temps de l'enfant pour réfléchir à l'organisation du temps scolaire, qui est une cause quand même assez centrale du besoin massif d'emploi et de fait de jongler avec les agendas des enfants et donc des adultes qui les encadrent. Et troisièmement, nous mettrons en place un contrôle interne et externe des procédures, veiller à leur bonne application et les compléter, puisqu'en plus, il y a certains manquements sur des procédures. Les affaires qui remontent sont un scandale absolu. Je veux avoir une pensée pour les parents et pour les enfants, évidemment. Je vais traiter ça avec la plus grande sévérité, avec la plus grande fermeté. Et je sais exactement ce que nous allons faire. Il y aura plus de transparence de la part de la mairie. Par exemple, Rachida Dati demande à ce qu'on lui adresse une liste de noms de ces animateurs qui ont été suspendus dans l'école du 7e arrondissement. Rachida Dati, soit ment, soit est incompétente. Elle sait très bien que c'est interdit de par la loi, pour un principe simple qui s'appelle la présomption d'innocence. Et l'obligation de discrétion nous est imposée par la justice et par les enquêtes de la brigade des mineurs. Je vais vous donner un exemple. Quand des parents portent plainte, qu'ils vont au commissariat portent plainte, nous recevons une demande de suspension d'un animateur. Quand je dis nous, c'est pas moi, c'est pas les élus, c'est l'administration reçoit une demande de suspension. Nous en ignorons le motif. On dit il y a un problème avec monsieur X ou madame Y, vous devez le suspendre. Pourquoi ? Nous n'avons pas le droit de vous le dire. C'est le secret de l'instruction et des enquêtes. Et c'est d'ailleurs un sujet qu'il faut pouvoir creuser, parce que quand il y a des enquêtes de nature judiciaire, les parents ne comprennent pas, et ils ont raison de ne pas comprendre, que cela prenne des mois après le dépôt d'une plainte, qu'il y ait des premières auditions, des victimes potentielles ou des entourages, et des années avant qu'il y ait des procès. Et donc, je le dis, ma réflexion extrêmement exigeante sur le périscolaire à Paris soulève aussi d'autres questions de lien avec la brigade des mineurs, donc avec la préfecture de police, de lien avec les services de la procureure de Paris, y compris sur les délais d'instruction et la transparence dans le dialogue avec les familles. Je suis déterminé à y travailler avec Madame la procureure et avec Monsieur le préfet de police. Alors, dans cette campagne, vous avez une grande promesse, c'est de végétaliser la capitale, poursuivre la politique de végétalisation. Et votre grand projet, c'est peut-être celui-ci qu'on va voir, ces 25 kilomètres de balade sur les berges de Seine. On le voit. Pour l'instant, c'était l'hôtel de ville. Là, on est sur l'hôtel de ville qui a sur la voie Georges Pompidou, côté 16e. Ouais. Ça veut dire plus aucune circulation automobile sur les berges ? Non, c'est un projet qu'on veut porter. Évidemment, ça prendra du temps. Nous le ferons dans le dialogue avec la préfecture de police, etc. Mais oui, c'est une intention que nous voulons poursuivre. Vous avez une échéance pour ce projet ? Alors, l'échéance, elle est toujours difficile, puisque je le redis, il faut l'autorisation de la préfecture de police, etc. Mais il faut d'abord remettre au bon niveau les enjeux. Les enjeux, c'est celui de la lutte contre la pollution, et je dis ça en particulier pour les riverains. Nous sommes ici à France Télévisions, alors plutôt de l'autre côté de la Seine, mais dans des endroits où il reste, parce que ce sont des axes majeurs, des niveaux de pollution importants entre la circulation basse et la circulation sur les quais hauts. Deuxième chose, ce sont des espaces extraordinaires de respiration que nous allons créer. Évidemment, on gardera les pistes cyclables. Évidemment, il y aura toujours des voies possibles pour les véhicules de secours. On doit prendre toutes les contraintes, mais garder cette intention de transformation. C'est un enjeu majeur de soutenabilité de la ville. Comment on fait pour avoir une ville agréable et qu'on arrive à projeter dans l'avenir. Sarah Knafo qui veut rouvrir les berges. C'est la plus stupide des idées stupides pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est infaisable sur le plan technico-juridique, puisque c'est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il ne revient pas au maire de Paris de faire cela. Et à la rigueur, le seul qui aurait l'autorité dans le pays pour faire un projet aussi pharaonique, c'est un président de la République. Deuxième chose, c'est techniquement infaisable ou influençable. Après tout, on a construit des pyramides, donc on peut tout faire, mais ça coûterait des centaines de millions d'euros, puisqu'elle ne semble pas savoir que l'essentiel de cette voie Georges Pompidou est construite en réalité sur pilotis, en dessous c'est la Seine, donc ça veut dire des renforts considérables. Et enfin, et le plus grave, c'est que ça présente dans une forme d'idéal utopique et bienveillant, ce qui est en réalité une faute historique grave, faire revenir la pollution au cœur de Paris. Quand on embête les automobiles à fermer un certain nombre d'axes au nom de notre combat pour la qualité de vie et pour la lutte contre la pollution, et notamment la pollution sonore.
et qu'on a ces gains, théoriser l'idée de remettre une autoroute urbaine en cœur de Paris est la plus stupide et rétrograde et conservatrice des idées. Vous promettez aussi donc la réfection de plusieurs places importantes, les entrées de ville également, 300 hectares de jardins ouverts au public et 10 boulevards transformés en parcs, ainsi que 1000 rues piétonnisées. Je ne vais pas vous coller là-dessus. Vous savez combien il y a de nombre de voies autour à de 7000, Paris. oui, Voilà. Ça et si on ramène... ça prouve, quand on compare ces 1000 sur 7000, et on ne fait pas que des grandes avenues. Si on ramène au nombre... Parce que dans les voies, il y a tout ce qui est possible, tout l'imaginable, l'esplanade, la place. Si on compte que les rues, les boulevards, les avenues et les quais, on arrive à peu près autour de 4000. Une rue sur 4 qui serait fermée à Paris. Non, quand vous faites 1000 sur 7000, la proportion n'est pas hors de portée. Non, mais sur 4000... Et on va le faire... Non, mais oui, mais d'accord, mais tout compte. C'est 1000 sur 7000. Ça sera 1000 rues définitivement Alors, d'abord, au final, le principe de ces aménagements... D'abord, je vais vous dire une chose. chose. Le principe de ces aménagements, c'est qu'ils ne sont pas là pour l'éternité. Et dans 40 ans, 50 ans ou 100 ans, ceux qui nous succéderont et les électeurs qui les éliront choisiront ce qui est bon pour l'avenir et pivoteront ce qui doit l'être. Mais l'idée de confier au maire d'arrondissement. Pourquoi ? Parce que moi, je ne veux pas m'en mêler comme maire de Paris. Ce n'est pas à moi de faire ça. Moi, je ferai les grands projets structurants. Les maires d'arrondissement, en lien avec les commerçants, en lien avec les conseils de quartier, en lien avec les associations de parents d'élèves, etc. Bref, les forces vives de chaque quartier. Décider de façon pointilliste où est-ce qu'on met les cœurs piétonniers. Et honnêtement, on l'a vu avec les rues aux écoles. Au début, il y avait un scepticisme. Aujourd'hui, c'est plébiscité de partout. Pourquoi ? Parce que ces aménagements, ils sont bénéfiques, évidemment, pour les riverains et pour les enfants d'abord, mais c'est aussi des havres de paix pour nos aînés, pour les plus fragiles. Vous continuez aussi cette politique de réduction. C'est pas une politique anti-voiture. De réduction de la place de la voiture en ville. Ça, c'est le corollaire, malheureusement, qu'on aimerait tous éviter. C'est une politique pour l'environnement, pour la qualité de vie, pour l'espérance de vie, pour la lutte contre la pollution et pour donc l'attractivité de notre ville à long terme. Et quelle sera votre politique en matière de mobilité du quotidien ? Eh bien, pour vous interroger, on accueille Bertrand Lambert. Bonjour Bertrand, c'est parti pour 4 minutes. Bonjour Florent, bonjour Emmanuel Grégoire. Alors vous vous autoproclamez candidat du vélo et personne ne peut nier ce qui a été fait lors des 2 précédentes mandatures. Mais quand on regarde dans le détail ce qui a été fait par rapport aux promesses qui avaient été faites, on est quand même assez loin du compte. Le premier plan vélo, 2015-2020, n'a été réalisé qu'à 55%. Le suivant, qui est toujours en cours, n'a été réalisé qu'à 43%. Pourquoi cette fois-ci, vous arriveriez à tenir vos promesses de faire un Paris 100% cyclable ? Alors, d'abord, parce que ça prouve qu'il faut être 2 fois plus ambitieux que ce qu'on sait faire dans la vie, parce que la vie est faite de contraintes, et en l'occurrence, sur le plan vélo, vous en connaissez une majeure, c'est que nous ne décidons pas tout seuls de tout. Et donc, ça ne va pas changer. Mais tout est affaire de pédagogie et de conviction. C'est pourquoi je dis ça, je précise, nous co-construisons ça avec la préfecture de police. Et c'est bien normal qu'elle soit là, puisqu'elle veille en gros à la cohérence de l'ensemble. Elle veille, par exemple, de façon extrêmement exigeante à la circulation des secours, etc. Et donc, il y a des résistances à notre ambition pour le vélo. Mais nous allons garder pleine et entière cette ambition pour le vélo, précisément parce que c'est un combat de chaque instant. Vous le savez parfaitement, nous avons réussi à mettre en œuvre des grands axes qui, au début, suscitaient beaucoup d'interrogations, pour ne pas dire une franche hostilité. Il y en a qui sont complètement saturés. Par exemple, aujourd'hui, le boulevard de Sébastopol. Oui, il faut le doubler. Mais ça fait des années qu'on nous dit qu'on va le doubler et qu'il ne se passe rien. Eh bien, on va le faire, et on va en discuter avec la préfecture de police. Mais moi, je veux bien. On nous accuse d'avoir trop fait sur le vélo. Et parfois, les associations de vélo, et elles ont raison, elles sont dans leur rôle. C'est juste par rapport à vos promesses. Vous en avez pas fait assez. Oui, mais les assos savent très bien que entre les promesses et la réalisation, il n'y a pas que notre volonté. Ce n'est pas seulement le sujet. Il y a le sujet de l'acceptabilité par d'autres acteurs dont la vie est incontournable. Et donc, on va maintenir cette ambition. Je crois qu'au moins, on a gagné un truc qui est essentiel. C'est gagner la bataille culturelle du vélo. Et je le redis en ayant hautement conscience des nuisances ou des incivilités que ça peut générer pour certains. Et je pense en particulier aux aînés. Et si j'ai une adaptation de la politique du vélo à faire en la matière, qu'on a déjà engagée, c'est vraiment d'inculquer les règles aux cyclistes pour qu'ils respectent les piétons. Notre priorité numéro 1,
C'est le piéton en toutes circonstances. Mais on va continuer à développer le vélo. C'est triplement gagnant. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour le pouvoir d'achat et c'est bon pour la santé. Donc il n'y a aucune raison que nous ne poursuivions pas cette magnifique révolution. Alors vous voulez également remettre le bus d'aplomb en créant 15 lignes express, enfin en adaptant les lignes les plus utilisées aujourd'hui, avec des couloirs dédiés, des feux prioritaires. Question tout simple, pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt ? Le bus 62, qui est le plus utilisé de Paris aujourd'hui, il y a eu des aménagements rue d'Alésia, mais c'est tout. Vous les avez en tête, le 60, le 62, parmi les grandes lignes qui ont aujourd'hui une vitesse commerciale, comme on dit, qui n'est pas à la hauteur du niveau de service qu'on doit attendre. Moi, je porte 2 ambitions pour le bus. Lui remettre de la vitesse de service et demander à IDFM de remettre des bus. Parce que le principal cause du désamour du bus, ce n'est pas seulement sa vitesse. En grande partie, quand même. Non, moi vraiment, non. C'est 9 km/h de moyenne pour les bus dans Paris, c'est vraiment excessivement lent. C'est d'abord une conséquence aussi de la baisse du nombre de bus. La preuve, en dehors de Paris, il y a eu des chutes de vitesse commerciale et des chutes très importantes de fréquentation, parce que je crois qu'on est à moins 15% en première couronne de fréquentation des bus, ce qui prouve que ce n'est pas Paris qui est la cause de ce désamour. C'est un mode de transport qui était moins à la mode et que je veux remettre à la mode. Donc on va mettre ces trucs en sécurisé, en empêchant les véhicules de stationner en double file pour bloquant les voies de bus. Ce sera pour les bus et pour les taxis, bénéfique. Et deuxièmement, en ayant une politique extrêmement ambitieuse de réaménagement d'un certain nombre de carrefours qui posent problème. Je vais souvenir que nous en avons visité un certain nombre ensemble. Je pense en particulier à Bastille qui ne fonctionne pas bien sur la circulation. Il faut remettre ces super priorités pour les bus, avec notamment du marquage au sol dans lequel il sera strictement interdit de stationner, empêchant les bus de circuler. On a besoin de remettre de la fluidité pour les bus pour décongestionner la circulation tout court. Dernière question, très rapide. Autre promesse qui est la vôtre, c'est mettre des métros la nuit. Ouais. Mais on sait que c'est impossible. Alors déjà, ce n'est pas votre compétence, c'est celle de la région. Ouais. Et ensuite, la RATP mène des chantiers toutes les nuits sur toutes les lignes. Ça ne pose aucun problème. Franchement, sortons de cette lubie, c'est pas possible, etc. D'abord, il y a plein de pays qui le font. Donc ça prouve que c'est pas impossible. Mais ils acceptent de couper les lignes pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour faire la maintenance, ce qui ne se fait pas à Paris. Mais c'est pas vrai. À Paris, chacun usager du métro, moi je prends le métro 10 fois par jour, chacun sait que de temps en temps, il y a des week-ends où les métros sont fermés, parfois des semaines entières. 2-3 jours. Oui, mais de temps en temps, quand on a besoin pour des exploitations de fermer, on ferme. Deuxième chose, je veux faire ça pour 3 raisons. La première, elle est symbolique. Paris, c'est la ville la plus fréquentée du monde. C'est l'une des plus grandes capitales mondiales et je veux porter cette ambition comme maire, qu'elle reste l'une des plus grandes et belles capitales du monde. On ne va pas regarder les autres faire des choses et nous dire c'est impossible. Je ne crois pas que ce soit dans notre tradition d'ambition. Merci. Deuxième chose, pour les travailleurs de première ligne qui doivent prendre la voiture parce qu'ils n'ont pas d'autre choix parce que les transports ne sont pas activés. Et troisièmement, pour la vie nocturne, parce que nous avons la plus belle vie nocturne d'Europe à Paris, que c'est bon pour le tourisme, que c'est bon pour la jeunesse, c'est bon pour le rayonnement et les activités culturelles et le spectacle vivant. Et donc, nous allons porter cette ambition. Je rappelle d'ailleurs que la présidente de la région l'avait mis dans son programme de 2015. Donc, je vais parler avec la Valérie Pécresse de 2015 qui avait cette ambition. Merci beaucoup, Merci Bertrand. On vous retrouve demain. Il n'y aura pas d'alliance avec Sophia Chikirou. C'est ce que vous avez toujours dit au second tour. Même au pied du mur, ce sera le cas. Ouais. Est-ce que vous pourriez regarder plutôt sur votre droite, du côté de Pierre Bournazel ? Non. Si jamais... Il ne le souhaite pas. Enfin, je veux dire, on est dans une configuration où chacun prend la mesure du fractionnement de la vie politique. C'est valable au niveau national et c'est valable quand vous regardez l'Assemblée nationale et c'est valable au niveau parisien. Il n'y a pas de force politique aujourd'hui qui impose une domination qui d'abord l'autoriserait à se comporter de façon ensuite dictatoriale d'une certaine manière ou à considérer que le fait majoritaire est un fait d'autorité et donc j'en tiendrai compte pour la suite, y compris quand je serai maire. Deuxième truc, c'est qu'on est sur un programme municipal, un programme d'action municipale. Sophia Chikirou n'a pas de mots assez durs pour qualifier la majorité municipale, composée des écologistes, des communistes, de Place Publique, des socialistes et de la société civile qui nous accompagne. Et donc, il n'y aura pas d'alliance au deuxième tour. Et j'ai compris que c'était le cas pour beaucoup d'autres, puisque Bournazel dit la même chose, Dati dit la même chose, et Sophia Chikirou dit la même chose. Ni au troisième tour, ce qu'on appelle le troisième tour. Non, ça n'existe pas, le troisième tour. On réfléchissons tranquillement. On ne sera pas dans une configuration comme ça. Moi, je la crois. Théoriquement, elle est intellectuellement possible, mais je ne crois pas. Mais en tout cas, ça invite à une chose, c'est qu'il faut que les Parisiennes et les Parisiens entendent une chose assez simple. Le choix, à la fin, c'est est-ce que c'est Rachida Dati, la maire, ou est-ce que c'est
Emmanuel Grégoire. Est-ce que c'est le choix du progressisme contre le conservatisme? Est-ce que c'est le choix de la bagnole ou est-ce que c'est le choix du vélo? Est-ce que c'est le choix de l'écologie ou est-ce que c'est le choix du laisser-faire? Est-ce que c'est le choix de la spéculation ou est-ce que c'est le choix du volontarisme, du pouvoir d'achat, du logement tel que nous le portons? C'est un choix de société qui va se résumer à un duel Rachida Dati, Emmanuel Grégoire. Très, très rapidement, le Parc des Princes, vous avez ouvert la porte à une vente. Oui, je suis favorable à titre personnel, je l'ai dit clairement, j'ai toujours été. Avec un projet qui serait développé autour. Exactement. L'idée, c'est que ce soit un projet qui bénéficie aussi au quartier et au sport de proximité. Je veux un magnifique écrin pour le Paris Saint-Germain, mais je veux aussi du sport de proximité et une requalification urbaine de la porte de Saint-Cloud à la porte d'Auteuil, qui est un quartier dont l'imaginaire laisserait à penser parce qu'il est à la frontière 16e Boulogne que tout le monde y est riche. Ce n'est pas vrai. Il y a plein de gens à cet endroit-là qui sont des gens qui ont besoin de nous, qui ont besoin de l'action publique, qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Et si le projet du parc de la Porte des Princes, comme je l'appelle, le permet, j'en serais très heureux. Merci Emmanuel Grégoire d'être venu sur notre plateau. Je vous laisse découvrir les autres candidats à cette élection à la mairie de Paris. Blandine Chauvel, et notamment donc, la candidate Blandine Chauvel pour le NPA, Antonin Duhart pour les écologistes du centre et Marielle Saunier pour Lutte ouvrière. On se retrouve demain avec une autre invitée, Rachida Dati. Vous venez d'en parler, elle sera là à 11h20 sur ce plateau. Merci beaucoup Emmanuel Grégoire et très bonne journée à vous qui nous avez suivis.